On en est à l'avant-dernier épisode de cette interview de Nick Brown. Dans cet avant-dernier épisode, on va discuter de ce que Nick a fait après sa thèse, quand il a fini sa thèse, de ces articles qu'il a commencé enfin à publier sur le data slothing, et puis de quelques billets de blog qu'il a continué à faire, notamment sur le cas Francesca Gino, où il a découvert des problèmes de fraude dans des articles qui n'avaient pas été trouvés par Data Colada à l'époque. Il va également parler d'autoplagiat et notamment du docteur Mark Griffiths, et puis certains articles comme ça qu'il a pu lire et pour lesquels il a trouvé un certain nombre de problèmes, notamment des articles sur le lien entre insomnie, anxiété, dépression et les gamers, des articles aussi sur Nicolas Guéguin, encore une fois, et puis un article en 2025 qui a été publié dans Psychological Science sur le fait que boire des boissons amères activerait du dégoût moral, et dans lequel il s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'erreurs et pour lequel d'ailleurs il va faire des recommandations auprès de la communauté scientifique. Enfin, on va longuement discuter de PubPeer, ce site en ligne, ce forum en ligne dans lequel les chercheurs peuvent discuter des doutes qu'ils peuvent avoir sur la légitimité des articles scientifiques. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. J'avais écrit qu'après, en août 2019, tu as discuté de duplication du docteur Mark Griffiths. Oui, oui. Et celui-là, on en avait parlé aussi. Et là arrive la fin 2019. Et alors, j'ai pas toutes les dates en tête, mais j'avais noté que c'était le moment où tu finissais ton doctorat. Oui. Et du coup, je voulais savoir comment ça s'était passé après la fin du doctorat. T'as pas fait de postdoc, t'as rien fait. Tu t'es dit, je vais continuer de faire ce que je fais. Je Et suis amateur, hein, je suis dilettante, je cherche pas de job, je suis retraité bah, c'est depuis, ça. 2012. Et, Et donc, on était, bon, ça c'était en novembre 2019, mais en février 2020, on avait le projet, on déménageait vers Majorque. ouais. Donc, il y avait Noël et puis il y avait le déménagement. Et puis, on avait des vacances en Afrique du Sud de début 2020, et puis il y avait Covid. Ah bah oui. Et du coup, ça a été annulé, Qu'est-ce qui a été annulé? Non, les vacances? Non, non, les t'avais pu y vacances, aller. c'était en janvier. C'était en janvier, et puis on est Ah revenu, oui, et c'était puis en... on déménageait, et puis un mois plus tard, il y avait Covid, donc on était confinés un mois après être arrivé. Ce qui était un peu délicat parce que nous n'étions pas encore résidents, et à l'époque, ou pendant certaines phases du Covid, l'Espagne interdisait l'entrée des non-résidents, y compris des non-résidents qui étaient citoyens de l'Union européenne. Et nous, on avait nos passeports, moi irlandais, ma femme française, mais il y avait des périodes où ils interdisaient, et donc tu ne pouvais pas sortir du pays, de ne pas pouvoir revenir. Et bon, pour devenir résident en Espagne en tant que citoyen de l'Union européenne, rien de plus simple. Vous allez voir la police, le service police étranger, il vous donne un formulaire, vous allez à la banque, vous payez la taxe de 12 euros, vous repassez au service de police, il le tamponne, il vous donne un petit bout de papier en reçu. Et le problème est que avoir des rendez-vous prend 3 mois au temps normal parce qu'il y a des voyous qui avec ou sans complicité de la police, prennent tous les rendez-vous et les revendent aux agences d'aide aux arrivées. Et il y avait Covid et machin, et donc ça a pris 11 mois. Waouh, ok. Pour un processus qui est, selon l'esprit du règlement européen, censé être fait en 10 minutes. Et je me souviens quand j'arrivais aux Pays-Bas en 1981, c'était même pas l'Union européenne, mais j'allais à la police avec une photo taille passeport et mon certificat de naissance et mon passeport, et j'avais effectivement ma carte dans un délai de 10 minutes. Et en Espagne, prévoit 10 mois. Alors, théoriquement, pendant tout ce temps-là, tu as droit à faire tout ce que tu as droit de faire en tant que résident, mais le problème, c'est que dans la pratique, si tu n'as pas le numéro magique et tout le reste, tu ne peux pas t'inscrire pour le reste. Et c'est un problème. L'Union européenne est au courant du fait que les États membres implémentent tous
toutes les règles, toutes les directives de leur propre façon. Par exemple, en France, les ressortissants européens ne reçoivent pas de carte de séjour et n'ont pas droit, selon 3/4 des mairies, aux cartes de séjour. Et donc, après le référendum sur le Brexit, beaucoup de Britanniques se sont précipités à la mairie pour dire, écoute, on aimerait une carte de séjour. Ils ont dit, nous ne les délivrons pas aux citoyens de l'Union européenne. Et la France a dû, une fois que les conditions de sortie de l'Union européenne étaient définies, la France a dû délivrer 200 à 250 000 cartes biométriques en un an. Mais au moment du Brexit, la France, au moins les Espagnols savaient combien d'Anglais vivaient en Espagne, sauf les illégaux, parce qu'il fallait s'enregistrer selon une procédure, le directive 2004-38-EC, le fameux directive anti-plombier polonais, qui a été motivé, notamment l'article 7 qui décrit les conditions que les États membres peuvent imposer aux citoyens de l'Union européenne, tout complètement à l'encontre de l'esprit du libre mouvement. Et 2 pays ont mené cet article par peur du plombier polonais, c'était les Britanniques et les Français, et c'était les 2 pays qui par la suite ont fait le moins pour l'implémenter. Et donc, notamment le gouvernement britannique disait « Ah, mais qu'est-ce que tu veux, on peut rien faire contre l'influx, cet influx de ressortissants européens qui vont… » On les appelait l'immigré de Schrödinger, parce que non seulement il piquait ton job, mais il piquait aussi tes allocations de chômage. La France et l'Angleterre insistaient à ces conditions que, ensuite, c'était des conditions maxi, c'était le maximum qu'un État membre pourrait exiger. Les Espagnols n'ont pas compris, donc ils ont transformé en minimum et c'est vraiment chiant. Les Français et les Anglais n'ont pas implémenté un seul mot de ce directive qu'ils ont fait voter. Parce qu'en fait, le but n'était pas de l'implémenter. Le but, c'était de démontrer au peuple qu'on ne va pas accepter le plombier polonais. Ensuite, ce qui est arrivé, je ne sais pas en France, mais en Angleterre, le plombier et le menuisier et le plâtrier oui, polonais débarquaient à Londres et ils révolutionnaient le monde du travail à la maison. Parce que non seulement ils étaient au moitié prix des Anglais, mais en plus, ils venaient à l'heure, ils partaient à l'heure, ils ne laissaient pas de traces, ils ne demandaient pas que tu payes 3/4 à l'avance pour qu'ils puissent acheter le matériel, blablabla. Bla, 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 bla. Et ça a complètement révolutionné le monde de retaper les maisons en Angleterre grâce aux plombiers et autres professions polonaises. Je ne pensais pas qu'on irait vers cette discussion-là, mais je suis content de l'avoir eu. Oui, je ne sais pas si c'était pareil en France, mais toute cette histoire du plombier polonais, comme si le plombier polonais, bon, c'est du racisme, hein, le plombier polonais, évidemment, il n'est pas aussi doué et précis que le plombier français. Alors, vous avez peut-être eu affaire avec du plombage en France. La plomberie, pardon, qui n'était pas forcément niveau mondial. Mais on n'avait pas le droit de dire ça. C'était vraiment, le plombier polonais, il est certainement communiste. Et tout. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors moi, ce que je voulais savoir, ça fait un peu sauter du coq à l'âne, mais c'était quand même ma question de base. C'est comment tu t'es retrouvé affilié à l'université de Linné, donc Linnaeus, oui. En fait, justement oui. À ce moment-là. J'arrivais à Groningen et j'avais droit à pas grand-chose. Et c'était Rikard Karlsson, qui est un des activistes du mouvement Open Science et Debunking. Et il voulait écrire quelques grants ou quelques grant applications et mettre mon nom dessus, et plus tard James Heathers aussi, qui est aussi maintenant la même affiliation. Et il avait un chef de département sympa qui m'a inscrit. Et donc, je suis je ne sais même pas si j'ai un job title, mais je pense que je suis visiting fellow, sauf que je n'ai jamais visité. Le but était d'y aller en avril 2020, mais il y avait Covid. Alors, donc, j'ai un contrat ça s'appelle contrat de 0 heure, je pense. Donc, je ne fais pas de travail là-bas, je ne suis pas rémunéré, mais j'ai library access, accès
PDF en ligne qui est le précieux pour moi. Et en contrepartie, je participe à des grant applications pour des choses dans la métascience. Et puis quand tu publies des articles, tu as aussi Voilà, je mets ça l'affiliation là-dessus. Je mets ça là-dessus. Et c'est quelque chose, il y a 3 mois, j'ai fait un appel sur Blue Sky pour dire que si vous êtes sympathique à la cause des métasciences et des sleuths, etc., une des choses que vous pouvez faire, c'est trouver 300 balles pour une personne de plus sur votre bibliothèque, je ne sais pas comment, et proposer, parce que la plupart des sleuths sont, une grande partie, on est des ex-académiciens, mais qui n'ont souvent pas d'accès d'affiliation universitaire. actuelle. Et ça, c'est bon pour la crédibilité et c'est bon aussi pour l'accès aux fichiers, donc, j'espère qu'il y a d'autres universités qui vont faire ça. Et je ne sais, bon, c'est pas pour avoir leur visiting sleuth, mais ça fait un peu de bien et ça montre un peu du sérieux. Justement, c'est ce titre que tu donnes, sleuth, Ouais. est-ce que tu pourrais le définir? Alors, juste, je ne sais pas si vous avez les notions dans le journalisme français d'un second mention. C'est quand on mentionne le sujet d'un article la deuxième fois, on est censé utiliser un synonyme. Ouais. Et souvent, c'est capillotracté. Hein. Souvent, il y a deux comptes sur Twitter qui cherchent vraiment les second mentions les plus farfelus. Et en fait, sleuth, bon, jusqu'aux années 20, 30 du dernier siècle, c'était un détective, souvent détective privé. Depuis 80-90 ans, ce n'est qu'une seconde. C'est un mot que personne n'utilise dans la conversation normale. Mais bon, ça a été utilisé beaucoup par les journalistes qui écrivent au sujet des data detectives, etc. Et je le déteste parce que c'est un mot super old-fashioned qui, comme dit, c'est un mot un peu ridicule. Ça fait penser à Hercule Poirot dans les livres d'Agatha Christie. Je ne sais pas si vous avez Hercule Poirot en France. Oui, il est oui, bien bien connu. sûr. Ouais, Il venait d'Anvers. Anvers, c'est en Belgique et donc il parlait le français. C'est le gentleman detective un peu. Mais les data detectives sont en train d'adopter ce nom, un peu comme certaines communautés historiquement opprimées adoptent certains des, comment tu dis, slurs, des mots négatifs, des insultes. Oui, on pourrait dire ça. Ouais. Des insultes. Tu as maintenant pas tous, mais des sections de la communauté gay qui ont adopté queer, qui était à l'époque vraiment un insulte. Et donc, en quelque sorte, c'est pas pour dire qu'on est une communauté marginalisée, mais je veux dire, c'est pas analogie. C'est un mot simple et qui délimite mieux que, par exemple, parce qu'il y a des gens qui disent métascientifique, mais la métascience, c'est une vraie discipline. James Feathers dit parfois forensic meta-scientist, mais moi, je trouve ça assez prétentieuse parce que moi, je ne fais pas de la métascience et moi, je ne considère pas, par exemple, de ce que je fais comme étant une discipline scientifique. Je considère que ça a une autre place dans l'hiérarchie des activités humaines qui est beaucoup plus proche du travail policier, sauf que le travail policier est organisé par l'État. À un moment donné, un des insultes qu'on utilisait, c'était vigilante. On a le mot en anglais, on a le mot espagnol, vigilante. Et en fait, actuellement, aujourd'hui, en anglais, le mot vigilante a un sens extrêmement péjoratif qui veut dire quelqu'un qui se met à la place de la police. Ouais. Et qui va brûler la maison à quelqu'un qui est suspecté d'avoir fait quelque chose.
Mais avant qu'il y avait la police, les vigilantes étaient tout ce qu'il y avait. Alors, il y avait un mauvais côté parce que c'était pas bien encadré, mais c'était tout ce qu'il y avait, donc c'était mieux que rien. Et moi, je trouve que on est un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire les vigilantes, alors il faut faire très attention à qui veut devenir vigilante, mais bon, il faut aussi faire très attention à qui veut devenir policier, n'est-ce pas? Mais c'est un peu comme ça. Et je parlais un jour à Julia Rora, mon collègue, et j'expliquais un peu, elle disait en fait, parce qu'il y avait Data Police, il y avait Data Thugs, et puis elle a dit, tu as un peu Data Batman. Et moi, j'aime bien Batman dans le sens où, d'une part, Batman, bon, c'était Bruce Wayne, il était très autonome, il n'avait pas besoin d'être rémunéré pour ce qu'il faisait. Il était riche. Mais ce que j'aime aussi de l'analogie Batman, c'était que Batman luttait contre la criminalité, mais il le faisait parce que la police et le système juridique étaient totalement incompétents. Surtout dans le Batman que moi je connais, qui est le Batman très camp des années 60. Les Batman un peu plus fidèles à la version d'origine qu'on a vue depuis, c'est un peu plus ambigu. Mais le Batman des années 60, avec Robin et tout, et Albert the Butler, et de temps en temps, tu as, je ne sais pas, tu vois, il y a une scène où il appelle, il a deux téléphones. Et il fait semblant d'être Bruce Wayne dans un, et tous les deux sont en ligne vers le commissioner, mais il a deux téléphones et il parle dans l'un comme Bruce Wayne et l'autre comme Batman. Et le truc, c'est qu'évidemment, le commissaire de police est trop con pour. C'est le seul homme au monde qui ne sait pas que Bruce Wayne, c'est Batman. Et ça me rappelle beaucoup certaines des interactions qu'on a avec les publishers, avec les éditeurs. C'est vraiment ça. Et donc, j'aime bien l'idée de Data Batman. Bon, c'est un peu prétentieux, mais... Et qu'est-ce que tu penses donc, c'est Sleuth ou Data Sleuth, il y a un peu d'ironie. Au moins pour moi, il y a un peu d'ironie en utilisation de ce mot, mais je commence à être plus confortable avec. Et le terme forensique qui existe aussi en français. Oui. Donc, c'est cette idée, tu fais de l'analyse forensique, t'as des données, c'est des personnes qui sont décédées et tu vas essayer de comprendre comment elles sont décédées, etc. Qui a été réutilisé du coup par James Easer. Je sais qu'il a fait un livre en ligne sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses de ce terme aussi ? Bon, le jour où on décide, et en fait, bon, moi j'ai un paper en préparation sur une des techniques pour analyser les données. Donc, jusqu'ici, on a fait beaucoup avec Grimm, avec Sprite, avec les summary statistiques, avec les tables qu'on trouve dans les articles, et les résultats dans le texte et les testés et tout. Et en fait, j'ai un commentaire, un éditorial en préparation, ça devrait, avec un peu de chance, j'espère que ça va être accepté, dans une journal d'anesthésie, et avec comme co-auteur John Carlyle, le fameux John Carlyle. Et dans cet éditorial, nous plaidoyons pour... l'éditeur nous a fait un peu changer le titre, mais le titre d'origine, c'est Time to Stop the Party Tricks. Et en fait, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est beaucoup de ce que j'appelle party tricks. C'est je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais c'est ton truc que tu fais lors d'une fête. Ça serait des tours de magie, non? Voilà. Ouais, je dirais les petits tours de magie. Non, pas forcément tour de magie, mais tu as une fête et lui sait chanter ça et lui sait faire quelque chose de bizarre avec ses oreilles. On appelle party trick ou party piece. Et tout ça, c'est très impressionnant et ça a donné des résultats intéressants. Mais j'en ai un peu marre. En anglais, c'est des combines. Des combines. OK. J'ai un peu marre qu'on doit toujours, année 2025, dans les articles publiés en 2024, essayer de décortiquer les articles à base des tables.
parce que malgré 10 ans d'efforts dans le open science, notamment en psychologie, et une certaine quantité d'autofélicitation dans la psychologie, il n'est toujours pas il n'y a toujours pas la majorité des articles, même dans la psychologie, qui est le moins pire maintenant, de voir les données. Et en fait, ce qui est intéressant, cet article que je suis en train de rédiger venait d'une conférence qu'on faisait au mois d'avril, organisée notamment par Dorothy Bishop, qui est une professeure de Oxford à la retraite, qui est devenue très militant anti-fraude. C'est vraiment son passe-temps de retraite, c'est combattre la fraude. Et elle organisait avec un collègue qui est donc un rédacteur en chef d'une revue d'anesthésiologie. Et j'ai fait ma présentation sur Grimm, Sprite, etc. Et il a dit, on demande à chaque présentateur de faire un petit sommaire de ce qu'ils ont fait. Et moi, je me suis dit, et j'ai parlé à John Carlyle qui faisait la présentation avant moi de sa méthode pour détecter des problèmes dans les tables de randomisation. Et on s'est mis d'accord, on était tous les deux d'accord que ça ne servait à rien de redécrire notre méthode. Et en fait, nous avons décidé, puisqu'on nous a invités à soumettre un éditorial, au lieu de soumettre cette description de ce que nous avons présenté, de soumettre une petite polémique qui dit il faut qu'on arrête tout John Carlyle est connu pour sa méthode d'analyse des tableaux. Moi, je suis devenu un peu connu pour l'histoire comme Grimm. Les deux ne devraient pas exister, parce que si tu as les données, tu n'as pas besoin de Grimm, tu n'as pas besoin de Sprite, tu n'as pas besoin d'analyse de tableau. Et il est tout simplement stupide qu'on est toujours obligé à faire ça. Quand on pourrait exiger que dans, je dirais, 100% des cas, alors les gens disent qu'on publie les données au niveau, les données individuelles du participant. Et donc, alors, l'intéressant, c'est que quand j'ai commencé à rédiger cet article, je suis allé sur le site de la revue pour voir quelle est leur politique de dépôt de données, de fournir. Le mot, donc il y a, dans chaque revue, il y a une page Instructions for Authors. Et ça dit, voilà comment tu dois formater ton article, voilà comment... Et normalement, il y a quelque chose, il y a le Data Availability Policy. Alors, chez JAMA, c'est vraiment, c'est super. C'est JAMA, le Journal of the American Medical, c'est super. Si tu as fait une étude Randomized Control Trial, tu dois inclure un Data Availability Statement. Mais le Data Availability Statement peut consister en « jamais tu verras mes données ». Et ça, c'est acceptable. Ce qu'il faut, c'est le statement, ce n'est pas les données. Si l'étude que tu publies n'est pas un randomized trial, tu n'as même pas besoin de faire le Data Availability Statement. Ouais, et puis en plus, on a déjà fait un podcast sur, notamment, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont observé à travers l'histoire, mais notamment l'article de Ian, comment on dit, UC, comment tu dis Ian? Hussey. Hussey, ok, d'accord. Donc, ouais, l'article de Ian. Not available on request, ouais. Voilà, j'adore cet article, c'est le meilleur titre d'article, je pense que j'ai pu lire depuis très 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 longtemps. C'est notre podcast numéro 2, c'est notre podcast numéro 2. Absolument, et même quand il y a le statement qui dit oui, les données sont accessibles sur demande et qu'on demande les données, en fait les données ne sont toujours pas accessibles dans l'extrême majorité des cas. Oui. Donc c'est c'est merveilleux ça aussi. Et donc j'allais dans le Instructions for Authors de ce journal et le mot data n'y figure pas. Ouais. Ils ont même pas une politique de ne pas avoir un data availability. Donc, j'espère. Alors, quand j'ai soumis l'article, j'ai dit, tu sais que tu. Donc, je ne sais pas si au moment s'ils publient ça, qu'ils vont annoncer que désormais tu dois fournir les données, mais c'est. Alors,
chaque fois que tu dis qu'il faut fournir les données, les gens disent « Ah oui, mais c'est très confidentiel. » Fuck off. Il est possible d'anonymiser quasi toutes les données. Oui, Il n'y a personne qui va lire ton article dans lequel tu décris 100 patients cardiaques dans ton hôpital de New York en lisant leur taille et leur poids et dire « Ah oui, ça c'est mon ami John. » Ouais. Maintenant, je connais sa pression sanguine le 17 juin 2014. Et c'est une des plus... Brian Wansink nous a essayé ça. On avait demandé les données sur une de ces études où les gens mangeaient les pizzas. Et il a dit, c'est dans une ville relativement petite. Si on savait qu'il y avait une femme de 38 ans qui pèse autant de kilos et qu'elle mangeait ce jour-là avec un homme de 43 ans qui pesait autant de kilos, quelqu'un pourrait, ce sera comme le Coldplay, quelqu'un pourrait identifier que c'était sa femme et qu'elle ne devrait pas être en train de manger avec son voisin qui a 43 ans et qui pèse X kilos. Du très grand n'importe quoi. Ils font, ce ne sont pas les codes nucléaires. Les espions russes ne sont pas en train de lire ton article pour voir si au bout de 500 patient records, ils identifiaient le 4e octet du code de lancement des Minutemen américains. Alors, oui, il y a des cas. Mais dans ce cas, soit tu expliques pourquoi tu ne peux pas fournir les données, mais avec une grosse présomption que ton excuse sera rejetée, sauf si c'est vraiment bétonné, soit tu publies dans un autre outlet. Parce que l'autre gros problème que j'ai avec les gens qui disent « Ah oui, mais notre population est hyper vulnérable, personne dans le monde entier ne peut savoir » que j'ai fait cet entretien avec cette personne, c'est que si demain, je rejoins ton labo, est-ce que tu me fais un vetting, est-ce que tu me fais un background check pour voir si j'ai le droit de faire ça? D'ailleurs, quand toi, tu es allé dans ce pays interviewer ces personnes vulnérables de par leur situation politique, qui a vérifié ta sincérité? C'est intéressant ça comme argument. Donc, moi, j'ai ces données. Moi, je sais que moi, je suis super fiable. Le reste de la planète, je présume que ce sont des espions. Désolé. On t'a donné la permission d'aller voir ces gens-là et ce n'est pas la CIA ou le DG... Comment ça s'appelle en France? DGSE, non? DGSE. Oui, qui a dit, OK, on te permet d'aller dans ce pays, parler à ces dissidents politiques. Et donc, c'est vraiment, je trouve, une manque de conscience de la réflexivité. Tu as aussi, parfois je ne sais pas si c'était dans le pré-PDI, mais il y a des gens qui disent, on a promis à nos participants que personne en dehors de notre équipe ne verra les données. C'est-à-dire, on a promis à notre participant que toute erreur d'analyse honnête qu'on pourrait fournir et toute conclusion qu'on pouvait tirer sur les données qui nous ont fournies et qui étaient erronées ne serait jamais détectée. Alors, et ils disent, mais pour des raisons éthiques, on ne peut pas te donner les données. Et en fait, le problème éthique, c'est de ne pas donner, de ne pas montrer les données. Ouais, et puis en plus, il y a un truc, je vais dire, je ne sais pas comment c'est dans toutes les universités du monde, mais je sais que souvent, en fait, l'anonymat des participants, même, il est censé être fait avant. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà eu des requêtes de comité d'éthique qui disaient c'est déjà un problème si toi, en tant que chercheur, tu sais à qui appartiennent les données. Donc, du coup, il faut créer l'expérience de façon à ce que même toi,
tu ne saches déjà pas qui sont les sujets. Et donc, du coup, si toi-même, en tant que chercheur, tu le sais pas, tes données, elles sont forcément accessibles. Et si jamais tu le sais, ça veut dire que tu as déjà été contre l'éthique scientifique telle que, en tout cas, certains comités d'éthique le disent. Et normalement, je pense que c'est probablement la majorité. En définitive, dans les faits, ça se fait pas comme ça parce que c'est incroyablement difficile de réellement rendre complètement anonymes les choses. Mais effectivement, je suis d'accord, on devrait au moins avoir possibilité, au moins entre chercheurs des différentes universités, de se partager ces données brutes. Et au pire, moi, ce que je me dis toujours, c'est que au pire, il y a des transformations possibles sur la plupart des jeux de données. Parce que là, tu disais, ah ouais, mais on va savoir la taille, le poids, etc. À moins que la taille et le poids soient des variables qui sont importantes pour l'étude. Bien souvent, il y a plus d'informations dans les datasets que ce qui est nécessaire pour faire les analyses. Et anonymiser un dataset, c'est souvent pas bien compliqué. Souvent, c'est juste supprimer une colonne. Et sous Excel, ça prend 5 secondes. Et puis voilà, c'est-à-dire, genre, si on n'a pas le poids de la personne, tout ce qu'on sait, c'est que le 17 juin, quelqu'un a mangé 3 pizzas. Là, on va pas l'identifier, cette personne, quoi. Ouais. Non, mais c'est... En fait, je pense qu'on en a déjà parlé. Moi, personnellement, je crois que la raison principale de la crise de la réplicabilité, c'est parce que les études étaient frauduleuses. Ouais. Et je trouve que toutes ces histoires de p-hacking et que mauvaises pratiques statistiques, ça existe chez quelques débutants, surtout, mais c'est pas ça. Et ça se voit dans le refus de partager les données. Surtout, parce que soit elles n'existent pas, soit ils ont vraiment peur que tu verras à quel point ils ont été truqués. Et j'ai vu un article de 1962 dans l'American Psychologist et le gars se plaignait du fait qu'à l'époque, seulement il écrivait à 10 chercheurs pour dire est-ce que je peux avoir tes données. Alors à l'époque, tu écrivais par voie postale et dans 4 cas sur 10, ils recevaient, mais tout le paquet. Donc, tout le paquet, les papiers, ils ont répondu. Et 40-45 ans plus tard, Jelte Wickert et son équipe ont fait la même demande, par email, en disant est-ce que tu peux juste me filer ton dataset SPSS? Et il avait le même taux de réponse, c'est-à-dire 40% environ. Ouais, c'est aussi mis dans l'article de Yann, en fait, la proportion finalement de données qui sont fournies, elle évolue pas depuis les années 60. C'est vrai qu'il y a de quoi se demander, parce que c'est devenu beaucoup plus facile maintenant de partager les données, et ça demanderait pas énormément en fait d'assumptions derrière. De bien préparer. Il dit non, pas de problème. Envoie-moi juste le fichier CSV avec ce que tu as écrit dans l'article. Je suis sûr que ça ne va pas être trop difficile. Je promets de ne pas. Non, mais fuck off. Le meilleur, j'ai lu je pense que c'était sur X ou sur Blue Sky. Alors, c'était un éditeur japonais dans un domaine biomédical, je ne sais plus lequel, et il avait constaté que certaines papers qu'on lui a soumis, certains manuscrits, étaient un peu louches. Et il commençait à demander systématiquement les données. Et il pouvait pas, c'était pas dans le instructions to authors, c'était juste par email, salut, j'ai lu ton article, est-ce que tu peux juste m'envoyer les données? Et dans une proportion incroyable, style la moitié, dès que l'éditeur demandait les données, les auteurs retiraient le manuscrit. Ah, intéressant ça, oui. Ils annulaient la soumission et c'était quelque chose comme 50%. Ouais. Ils ne voulaient même pas montrer leurs données à l'éditeur qui était censé décider s'il allait envoyer l'article pour review.
Et bon, il y a la conclusion évidente, et puis, puisqu'on est tous des gens très polis, on peut se plier en quatre pour essayer d'imaginer d'autres raisons. Est-ce que je t'ai envoyé la semaine dernière le clip de Canal+? Non. Moi, tu m'avais envoyé le truc, je crois. Oui. En fait, c'est une pub de Canal+. Ouais. Il y a quelques années. Et ça commence, il y a une scène de combat où en fait il y a un gars dans la forêt, il y a des soldats qui lui tirent dessus, il court, il file, il grimpe dans un arbre, il découpe l'arbre tombe dans une rivière, ça tombe sur une cascade, et il est toujours accroché à cet arbre. Et il se réveille dans une usine de meubles. Et donc il y a des scies qui découpent l'arbre, et bon, c'est une usine de placards, de garde-robe. Et bon, entre-temps, il a perdu tous ses vêtements. Et donc, il se trouve enfermé dans un placard, dans ce garde-robe, dans l'usine. Et les prochaines fois que tu vois, il est dans une chambre et il y a un homme en cravate qui ouvre la garde-robe. Et donc, le mec, il est juste en slip. Et il y a une femme dans le lit. Et donc, le gars, il dit, et voilà comment je suis arrivé ici. Et le mari, il dit, bah, dis donc, t'as entendu ça, chérie? Elle est incroyable. Et puis, ils disent, c'est Arnaud, le nom, écrivain, auteur de scène chez Canal+. Comme quoi, nous avons de l'imagination. Mais parfois, c'est exactement ça. Quelqu'un m'a montré dans une conférence, il demandait, c'était en Chine, il demandait les données. Il envoyait à l'auteur corresponding les données et il disait, désolé, il y avait 3 copies les données. Tous les 3 étaient sur des ordinateurs de mes 3 collègues qui ont été tués dans un crash d'avion le mois dernier. Bon, évidemment, il est facile de regarder s'il y avait un crash d'avion dans le monde dans le mois ou 2 mois avant qui tuait plus de 3 personnes. Non, il n'y en avait pas. Mais c'est en anglais, ça s'appelle The Dog Ate My Homework. Vous avez peut-être ça en français aussi. Hein? Ouais, on le dit aussi. Mais et le problème est que il suffit de dire le chien a mangé mes devoirs et il y a un bon pourcentage des éditeurs qui l'acceptent. Il dit, bah écoute, il a expliqué, le chien a mangé les devoirs. Ouais, ça fait un peu... c'est un peu... en fait, on a un peu le même problème que ce souci, en moins grave quand même, mais que ce souci un peu de la confraternité chez les médecins, en fait. Quand un médecin dit quelque chose, en fait, les confrères sont... s'ils le remettent en question, il s'expose à des soucis, potentiellement même juridiques, etc. J'ai l'impression qu'il y a un peu la même chose dans l'esprit un peu scientifique. Genre, si jamais un scientifique a dit quelque chose, bah, c'est une parole quasi sacrée, en fait. Et remettre en question sans avoir une preuve solide, genre sans avoir hacké sa messagerie et puis avoir trouvé un mail qui dit j'ai falsifié mes données de A à Z, donc là, on a une preuve décisive. En fait, on peut rien dire. On peut, même quand ça devient effectivement complètement absurde, comme là, voilà, tout le monde est mort dans un tragique accident de ski nautique ou j'en sais rien quoi. Et puis, bah voilà, c'est bon, ça a été expliqué maintenant. Et puis l'auteur qui est mort, il publie une semaine après, mais c'est pas grave. La seule copie des données, et ça j'ai eu, la seule copie des données était sur mon laptop qui était volé de ma voiture la semaine dernière. Désolé. Et il dit, ben écoute, alors, bon. D'une part, tu es tellement choqué que tu ne dis pas, écoute, tu as un doctorat, tu as 35 ans, tu es grandi avec les ordinateurs, tu n'as pas de clé USB, tu n'as pas de Dropbox. On t'a financé cette recherche 3 millions de dollars et tu as perdu les données. Ouais. Tu n'as pas honte. Et c'est ce que j'aimerais au minimum demander, de dire, OK, visiblement, je suis obligé d'accepter votre suggestion que les données n'existent plus et bon, peut-être qu'ils n'existent plus, ils ont flingué à cause de ça.
Mais vous ne pouvez pas juste aller vous promener nu dans la rue pendant 2-3 heures pour qu'on puisse vous jeter les tomates pour votre... Parce qu'en fait, je pense qu'en fait, on ne peut pas jeter des tomates à quelqu'un qui est tellement incompétente qu'on a du mal à imaginer comment ils ont réussi le brevet des collèges. Ouais. Et pourtant, ils ont un doctorat. Et visiblement, les gens n'ont pas de difficulté pour dire oui, malgré le fait que j'étais Rising Star Young Scientist, voici mon CV, voici quand j'étais à la télé, mais je ne sais pas comment marche une clé USB. Ouais. Et alors, soit c'est vrai, dans lequel cas, rends ton doctorat. Fais comme Diederik Stapel, prends le certificat de ton doctorat, va à ton université en train et posez-le sur le bureau du président en disant « je renonce ». Dans ce cas-là, OK. Mais ne pas dire que tu es super méga incompétent à ce point-là et en même temps imaginer qu'on va continuer à t'appeler un science superstar, que tu es grand contenu, que tu continues à enseigner. Mais la plupart de ces gens-là, je ne crois pas qu'ils sont des vrais psychopathes. Je pense que c'est une réaction humaine naturelle quand on se fait attraper en train de faire quelque chose de vraiment horrible. C'est juste que la plupart d'entre nous, soit on n'a pas fait depuis qu'on avait 7 ans et on avait, je ne sais pas, tondu le chien, ou alors on n'est pas encore se faire attraper peut-être. Je pense, ce week-end, le truc Coldplay, là, tu as vu le statement du gars? Non, du coup, c'était 2 fois que tu le dis, mais j'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est? Attends, ok. Tu as passé le week-end sans Internet. Tu n'as pas vu le couple qui était exposé au truc Coldplay? Ah si, oui, pardon. Si. Okay. Si. Sinon, on va peut-être quand même le redire aux auditeurs. Donc, c'est un couple. On est le 21 juillet et donc le 16-17, il y avait donc cette histoire où il y avait le couple américain, sauf que c'était un couple illégitime, qui se faisait photographier sur le Giant Camera lors d'un concert Coldplay. Et au lieu de se faire un bisou, ça s'appelle le kiss cam. Et en fait, c'est un truc américain. Tu vois ça tu as vu en Europe, j'ai vu aux États-Unis. Tu vas au baseball, etc., pendant des moments creux et en fait, on montre un couple et tu es invité à donner un bisou. Et c'est toujours amusant parce que soit ils se font bisou et tout le monde applaudit, soit c'est sa sœur ou c'est un couple qui... Et puis, parfois, la femme se tourne et elle fait bise au gars à côté et puis Et dans ce cas-là, bon, il était un couple comment dire, l'auditeur ne voit pas, mais bon, c'était très clairement un couple. Et au moment que la caméra arrive, puisqu'ils n'étaient pas censés être là ensemble, au lieu de juste faire la bise, parce que personne n'aurait remarqué, il n'y a personne qui regarde tout le film du concert de Coldplay. Ils ont paniqué, ils ont disparu. Et donc, tout le monde a dit, mais c'est qui? Et en fait, visiblement, c'est un CEO d'une boîte de IA ou je ne sais pas. Non, c'est un truc... j'ai Galactique en tête, mais c'est une boîte... Ça s'appelle Astronomie, mais ça s'appelle Astronomeur, mais je pense que c'est... Bon, en tout cas, c'est une boîte high-tech. Hein, et en fait, il était avec la directrice des ressources humaines. Et évidemment... Comme toutes choses américaines, il y a une clause qui dit que tu ne devrais pas avoir des relations avec tes direct reports. Et voici le responsable des ressources humaines qui fait ça avec le PDG. Donc, c'était... et bon, l'Internet se réveille. Et
c'était relevant à notre histoire pour une raison que j'ai oubliée, mais l'histoire était tellement... Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Un truc avec l'éthique scientifique, blablabla. Non, les excuses, pardon. Oui, les excuses. Et donc, le PDG, il a fait un statement dans lequel il dit « Ah oui, désolé, this is not who I am ». Mec, c'est exactement ce qui tu es parce que tu étais sur la caméra. Mais il a terminé avec « Ah oui, mais bon, c'est malheureux que ce qui était censé être un moment privé était devenu public. » Putain, prends un motel avec c'est the Internet. Et quand tu as le gars, il est PDG d'une boîte, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais c'est dans le secteur de la technologie. Aujourd'hui, les caméras sont un peu partout. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a par exemple beaucoup moins d'histoires d'OVNI aujourd'hui. Je me souviens, il y a 25-30 ans, on avait encore des caméras argentiques et Canon faisait une pub pour une petite caméra de poche argentique. Et il disait, si vous achetez cette caméra, on vous fournit une assurance à vie que vous ne serez jamais kidnappé par les extraterrestres. On se base sur le fait que les gens qui disent être kidnappés par les extraterrestres n'avaient jamais de caméra sur eux. Ouais, et puis ceux qui en avaient, ils avaient toujours des caméras d'extrêmement mauvaise qualité. Ouais. Mais donc le mec, même dans il est venu avec, ah oui, mais bon, quelque part, c'était pas de ma faute. Comment on dit en anglais, take the L. Take the L, c'est vraiment... Ouais. Oui, souvent, souvent, t'as l'impression que la réaction, c'est... le problème, c'est que j'ai été pris, en fait. Le problème vient du fait que ça a été rendu public et pas que tu aies fait quelque chose de mal, en fait, initialement. Ou si tu as dit quelque chose de vraiment dégueulasse et tu ne dis pas, je m'excuse, je n'aurais pas dû le dire. Je dis, je suis désolé si toi, tu as été offensé. Quelque chose de ce style. Ouais. On en avait discuté aussi. Je suis désolé pour toi, mais pas pour moi. Ouais. Les podcasts précédents, on disait, mais en fait, c'est souvent mieux de ne pas dire qu'on est responsable et de trouver tous les moyens possibles, que ce soit les research assistants, etc., que d'avouer. On avait parlé avec Gino, avec Ariely, etc. Nick, on a beaucoup dévié de la question initiale qui était qu'est-ce que tu penses du terme forensique, mais en fait, la réponse est s'il y avait les données, ce terme n'existerait pas parce qu'on n'en aurait pas besoin. En gros, c'est un peu ça l'idée. En fait, si, parce qu'il y a ensuite la forensique pour essayer de déterminer si la dataset est réelle. Donc, ça transformerait en fait la définition du terme. Ça transforme le travail. Et peut-être que au niveau méta, peut-être que c'est environ la même chose parce que tu vois si au lieu de fabriquer les statistiques, ils ont peut-être fabriqué les données. Ça c'est toujours très difficile. Et les gens disent ah oui, avec ChatGPT tu vas fabriquer. J'ai essayé de fabriquer il ne fait pas. En fait, c'est ça le pire de ChatGPT, c'est qu'il dit qu'il a fait quelque chose et il ne l'a pas même fait. Et j'ai vu l'autre jour, il y avait un Reddit de quelqu'un qui a voulu que ChatGPT lui écrit un livre qu'ensuite il allait publier lui-même. Et il dit, mais bon, ChatGPT dit que le fichier fait 487 mégas, comment je peux le télécharger? Et les gens disaient, le fichier n'existe pas. Et il dit, mais si ChatGPT dit que le fichier existe, il dit, oui, c'est pas la même chose. Et donc, j'ai fait quelques tentatives. J'ai dit, créer un dataset avec les corrélations suivantes entre 4 ou 5 variables, et c'est vachement difficile. C'est vachement difficile de créer des données artificielles. C'est un problème computationnel extrêmement intensif. Et ChatGPT ne sait pas faire la computation intensive. Ouais.
C'est comme quelqu'un, ChatGPT a perdu aux échecs contre un ordinateur de 1979. Oui, il sait pas jouer aux échecs. Il sait Parce qu'il ne dire, sait pas jouer aux échecs, oui. il sait dire ce que les gens disent quand ils jouent aux échecs. Oui. Et c'est un peu la même chose, quoi, pour la création de données. Il sait dire ce que les gens attendent de la création de données, mais il sait pas créer des données par lui-même. Il comprend pas ce que ça veut dire. Ouais. Ouais. Je vais continuer le billet de blog. Donc, on est en 2021. Tu as fait un post sur 46 articles d'une institution sur l'obstétrique et la gynécologie. Ah oui. Et dans la moitié des résultats rapportés de ces articles, il y a au moins une erreur. Et de ce que j'en ai vu aujourd'hui avec PubPeer, il y en a 6 à 8 qui ont été rétractés aujourd'hui, ce qui est un peu décourageant sur les 46, donc 4 ans après. Oui, alors c'était le début de ma collaboration avec Ben Moll, néerlandais qui est en fait à Melbourne, et son équipe. Et ça continue aujourd'hui de temps en temps. Une fois par mois, il m'envoie un article et il dit qu'est-ce que tu penses de ce truc en statistique ou cet autre truc. Je les ai fournis un tableau Excel assez complexe qui permettent parce qu'en fait, très souvent, ils testent les key carrés ou notamment les t-tests. Et donc, ça permet d'insérer les moyens à l'ESD et ça calcule le T et le P maxi et mini qui sont possibles avec l'arrondi. Et ils utilisent ça comme analyse préliminaire. Et bon, il y a énormément de fraude parce que c'est dans certains pays, c'est dans la plupart, pas tous, mais la plupart de ces pays sont des pays où si j'attaque ou lui, il attaque les chercheurs, on lui accuse de racisme ou alors islamophobie. Bien que dans un cas, le groupe avec lequel j'étais, c'est notre groupe, on se faisait accuser à la fois de racisme, islamophobie et être supporter de confrérie musulmane, qui est assez fort pour les islamophobes. Mais bon, c'est notamment l'Égypte et l'Iran, parfois la Turquie, mais on a aussi des cas en Italie, en Espagne. Et donc, des études randomisées, notamment en gynécologie, parce que Ben Moll, il est dans l'obstétrique gynécologie, et il y a des centaines et des centaines et des centaines de ces études randomisées avec des grands nombres de participants, de patients, et l'étude n'a tout simplement pas eu lieu. Mais leurs résultats vont dans les méta-analyses et ils biaisent beaucoup les recommandations de traitement à cause de leur grande taille d'échantillon et souvent leur grande effect size. Et ce sont tout simplement des études qui n'ont pas eu lieu. Ouais. Alors, bon. Moi, j'avais eu le cas dans le domaine biomédical d'études d'Iran, justement, où en fait, alors ce qui est plutôt bien en Iran, c'est qu'il y a, comme Clinical Trials, tu peux aller regarder les préenregistrements des essais cliniques du gouvernement. Et 3 études, pareil, des tailles d'effets et des dés de Cohen de plus de 3, tu te dis, ouais, c'est très grand. Et en fait, tu regardes, et ce qui est dit dans le préenregistrement et ce qui est fait dans l'article, ça a un lien très flou, mais c'est vraiment pas la même chose, quoi. Et en fait, ils n'ont pas préenregistré. En fait, l'étude qu'ils ont fait ne correspond pas du tout à l'étude qui a été préenregistrée. Ça, c'est un des grands problèmes. Parce que, bon, tu peux préenregistrer et ne pas la respecter, et alors et c'est ça qui est. Mais l'autre truc, c'est de tout simplement ne pas faire l'étude. C'est beaucoup mais du moins coup, rien cher. ne dit que l'étude C'est beaucoup moins fait. cher. Ça n'a aucune implication éthique sur les patients. Ça coûte beaucoup moins de temps. C'est vraiment la solution optimale pour la productivité scientifique, c'est ne pas faire l'étude, de passer directement à la fabrication des résultats. Ça augmente ta productivité un max. Mais cette histoire comme quoi, alors si tu as un préenregistrement et ça ne colle pas avec les méthodes, au minimum, peut-être qu'ils ont au moins fait l'étude. Parce que s'ils n'avaient pas fait l'étude,
la description serait beaucoup plus cohérente avec ce que tu voulais faire. Mais ça, c'est la difficulté avec toutes ces déclarations, que ce soit déclaration d'intérêt au début d'un talk ou quoi que ce soit, c'est que si tu mens ou si tu changes d'avis, la pénalité est négligeable. Et quelque part, les gens qui inventent ces grandes idées comme quoi il suffit que les gens devaient déclarer ça et ensuite, s'ils ne le font pas, on le saura. C'est vrai, donc on le sait. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais tu as dit que tu allais faire et maintenant tu as choisi une autre variable dépendant. Oh, et qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. D'ailleurs, je suis très riche et j'ai aidé beaucoup d'avocats. Qu'est-ce que tu vas publier là-dessus? Ça me rappelle. D'ailleurs, ton contrat sera renouvelé la semaine prochaine par ton prof avec qui j'étais postdoc. Qu'est-ce que tu vas publier? Ah, ok. Bon. Ça me rappelle aussi le deux poids deux mesures qu'on a eu l'épisode précédent entre le fait de publier un article et le fait d'émettre une correction pour l'article. Oui, l'hystérèse scientifique, oui. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, on a tous ces trucs en place, mais puisqu'il n'y a pas de sanction possible ou plausible, on s'en fout. Et ça crée juste... J'ai soumis un manuscrit l'autre jour, il y avait une vingtaine de questions à laquelle il fallait répondre quand même. Mais si les gens répondaient honnêtement quand ils étaient en train de tricher, on les aura attrapés. C'est juste qu'ils mentent. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Si les gens mentent, qu'est-ce qu'on peut faire? Imagine le système judiciaire. Système judiciaire, si les juges et les procureurs n'avaient pas le droit de dire, tu sais quoi, je pense que tu mens. Ouais. Je connais des gens qui ont été devant un juge dans une situation où l'autre partie, que ce soit civil ou criminel, mentait comme un malade, mais mentait, et ils avaient vraiment, vraiment peur. Parce qu'ils disaient, mais je n'ai pas le droit de crier, tu mens. Je dis mon truc, il dit son truc. Et bon, finalement, dans les deux cas, un civil et un criminel, ils ont eu gain de cause. Mais ils étaient inquiets. Parce que si tu ne connais pas le système, tu me dis, mais évidemment, les juges ne sont pas nés hier. Et sauf dans quelques cas, en général, les juges sont relativement expérimentés pour dire, écoute, le procureur va indiquer que cet aspect de l'histoire a changé, blablabla. Bla, bla, bla. Dans tout processus d'intégrité académique scientifique, ça ne marche pas comme ça. Tout le monde est présumé totalement honnête. Les personnes qui doivent juger, il n'y a pas de juge, mais les personnes ne vont pas essayer d'interpréter si ce que quelqu'un a dit est plausible ou non. Donc, il faut venir avec les preuves absolument objectives. Du style, c'est écrit 9 et il a dit 5. 9 n'est pas égal à 5. Est-ce que je répète? 5, c'est moins que 9 et 9 est plus que 5. On est d'accord. Oui. Et même là, ça ne marche pas toujours. J'ai dit la dernière fois le cas de Guéguen où j'ai dit aux gens qui investiguaient et Guéguen disait oui, les gens font tout ça sans aucun funding, ils payent leur propre boisson au Club Med. Et j'ai dit, écoute, ici dans cette étude, il dit que tu as fait 72 analyses d'échantillons de salive en laboratoire. Demande-lui la facture du laboratoire. Il n'existe pas. Et rien.
Et donc, il faut venir avec des choses 100% objectives, donc aucune preuve circonstancielle. Et même là, ça ne marche pas forcément. Tandis que dans le système juridique, énormément, je ne sais pas si en français, mais en anglais, dans la popularisation des procès criminels, on dit oui, mais ce n'est que circonstanciel, comme si ça, beaucoup de meurtriers ont été condamnés sur des preuves entièrement circonstancielles. Oui. Mais puisque on nous a appris le modus ponens et l'affirmation du conséquent, c'est affirmation et infirmation du précédent, oui. Et puisqu'on nous a appris que ce sont des péchés cardinaux de la logique, parce que les preuves circonstancielles sont l'affirmation du conséquent. Oui. Ta femme est morte dans ta cuisine avec un couteau dans le dos et tes empreintes digitaux avec le sang sont sur le couteau, mais c'est circonstanciel. Oui. Peut-être que ce couteau est arrivé là et il est envahi par une autre voie. On ne peut pas le savoir. C'est là où il nous faut un Hercule Poirot. Ouais, parce que les preuves circonstancielles, c'est cette idée que si A, alors B, et on trouve que B, et donc du coup, on ne peut pas normalement, en logique propositionnelle, affirmer que A. Donc si jamais j'ai tué ma femme, alors on retrouvera mes empreintes sur le couteau. Mais c'est pas parce qu'on retrouve les empreintes sur le couteau que j'ai tué ma femme. Et ça, c'est ce qu'on appelle une preuve circonstancielle. Mais le truc, c'est que effectivement, en logique propositionnelle, le problème, c'est que tout est absolu, il n'y a pas de probabilité assignée aux choses. Mais en réalité, un faisceau d'indices circonstanciels, ça augmente la probabilité tellement fortement que même si ça ne prouve pas les choses, en fait, ça les prouve quand même. Mais seulement, il y aura une preuve qui sera valable qu'à 99,99%, ce qui est suffisant pour condamner quelqu'un, ce qui est normal. C'est pour ça qu'on dit... Et la plus grosse ironie là-dedans, c'est que pour accepter l'équivalent en termes de fraude académique, que tu n'avais pas tué, que tu avais tué ta femme, ce qui correspond à P égale 1 et 1 puissance moins 15, qu'il y a quelqu'un d'autre avec le même ADN, etc., etc. Et pourtant, on publie les découvertes scientifiques à P égale 0,49. Et c'est ça qui est le plus frustrant, c'est que tu as des scientifiques dont la vie entière est gouvernée par les probabilités, et souvent les probabilités pas vraiment tellement improbables. Et puis d'un coup, ils demandent la certitude avec film, vidéo et tout. Et en même temps, tu as l'article de James qui dit « Méfiez-vous des p-valeurs trop petites ». Qui dit quoi? Méfiez-vous des p-valeurs qui sont trop petites. Oui. Ah oui, celui avec Gideon, oui. Oui, parce que... mais de faire ça dans une expérience, il faut vraiment une séparation, parce que ça correspond à 6 ou 7 erratiques d'écart. Ça correspond à un R carré de 0,8999999999. Et évidemment, avec tout échantillon au-dessus de 3, jamais tu n'auras ça parce que tu feras des erreurs, il y a du bruit et il y a tout. Ouais. Mais en fait, le raisonnement comme ça de dire mais alors du coup c'est circonstanciel donc on n'a aucune conclusion, ça découle assez naturellement d'un processus de pensée où on part avec une assumption, avec une hypothèse initiale en fait de l'honnêteté des chercheurs qui est quasiment infinie en fait. À partir du moment où on part du principe que les chercheurs disent toujours la vérité, à part dans des cas mais ultra méga rarissime, il en découle que même quand on trouve quelque chose, même tout un faisceau d'indices, en fait, si jamais tu dis il est écrit 9 et ils ont dit 5, tu peux quand même dire simplement en disant ils ont juste fait une erreur honnête.
Et en fait, on peut se retrouver dans un cycle infini, en fait, où même si on a des chercheurs qui mentent à chaque fois, c'est-à-dire que dans n'importe quelle autre situation de la vie, on dirait c'est du mensonge, mais dans le milieu scientifique, on peut pas le dire parce que il y a cette confraternité, encore une fois. On va dire, regardez, là, encore une fois, ils ont dit 5 alors qu'il est écrit 9, et ça fait déjà 5 fois qu'on les chope en train de dire un truc comme ça. On va quand même dire, ah, mais ils ne font que faire des erreurs. Oui. Et ce qui est extraordinaire. Et puis, à un moment donné, alors, bon, une des réponses à ça est de dire, écoute, le mec, il fait tant d'erreurs, il est tellement peu fiable que c'est comme si tu as une balance qui indique toujours le mauvais poids, bah, tu n'utilises pas. Oui, exactement. Et il y a encore de l'hystérèse dans le sens où il a son doctorat, donc il est intelligent, il sait comment faire de la recherche. Et puis, quand on a des preuves que soit exprès, soit par accident, parce qu'en fait, il est juste très incompétent, il ne sait pas faire la recherche, bah, tant pis, ne pas faire recherche avec lui. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Mais non, mais évidemment. Et c'est... je pense un des problèmes, c'est que, j'ai peut-être dit la dernière fois, j'ai certainement dit la dernière fois, beaucoup des gens, beaucoup des scientifiques, beaucoup d'académiciens sont des nice people, issus des nice families, où il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ce conflit. Où il y avait un cousin peut-être qu'on ne fréquentait pas trop souvent. Je vais pas dire que les gens-là devraient passer un peu plus de temps dans certains quartiers de telle et telle ville pour un peu comprendre comment marchent les choses, mais d'une naïveté extrême. C'est l'exemple que j'ai donné, je pense, quand tu reçois ton bulletin de paie, on te fait un virement. On ne te dit pas, ton paie, c'est 3 200 €. Va dans la salle, va dans le bureau D34 et prends 32 billets de 100 € du tas. On te fait confiance. Mais on fait pas confiance avec ça, et je pense que tout le monde est capable de comprendre pourquoi on ne fait pas comme ça. Mais visiblement, on pense que si tu donnes la possibilité de mettre ta main dans le cookie jar, comme Staples l'appelle, dans le conteneur de biscuits. Oui, le pot de cookies. Le pot de cookies, que les gens ne vont pas le faire parce qu'on est dédié à la science. Ouais, mais enfin, voilà, moi je le dis régulièrement, je l'ai peut-être dit aussi avant, mais je trouve qu'il y a un truc assez classiste ou élitiste assez derrière, hein, où oui, mais nous on fait pas des crimes parce que nous on est des docteurs. Et il y a ce modèle du gentleman scientist. Alors bon, gentleman ou woman, mais Daniel Lakens a un slide dans lequel il montre une citation de Charles Babbage, le grand scientifique anglais qui est aussi conçu des ordinateurs avant là, en 1830, qui se plaignent des gens qui fraudent avec les données. Ouais. Et c'était pas pour obtenir les grants à l'époque, c'était Ouais, mais on refuse de le voir parce que c'est pas très sexy, et puis bon, c'est un système, surtout je pense de nos jours, en plus il y a quand même tout un système de société en fait qui est organisé autour de la science, et j'ai l'impression que ça rajoute aussi c'est un argument qu'on m'a déjà dit, hein, genre oui, mais si tu montres les problèmes un peu trop, ou si tu parles un peu trop des problèmes, les gens ils vont perdre confiance en la science, donc du coup il faut pas en parler. Et oui. Moi j'ai envie de dire l'inverse, j'ai envie de dire si on fait n'importe quoi, à long terme c'est le système entier qui va s'écrouler, plus personne fera jamais confiance à la science, parce qu'ils vont bien se rendre compte qu'au bout d'un moment que dans les labos de psychologie il y a des études, il y a des millions, il y a des milliards à travers le monde qui sont dépensés pour les recherches en psychologie, et une fois tous les 10 ans il y a un truc utilisable qui sort des laboratoires. Il y a le nudging. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, ah bah non, en fait, finalement, non. Alors, on a dépensé des millions dans les entreprises, dans les gouvernements, etc., pour faire du nudging, ou dans plein de situations, ça marche très très mal. En tout cas, pas autant que ce que la recherche commençait à dire. Et ça a un coût sociétal, ça a un coût en termes de connaissances, etc., etc. Et puis,
Et puis bah voilà, je veux dire, au bout d'un moment, d'ailleurs, on le voit déjà, hein, il y a beaucoup de gens qui disent que la psychologie, c'est complètement bullshit de A à Z, c'est pas de la science. Il y avait un article il y a 10 ans dans le British Psychology Journal, éditorial, et ça s'appelait Où est le poil antidépressif de la psychologie? Bon, c'est basé sur l'idée totalement fausse, d'ailleurs, que le téflon a été. Il y a un mythe urbain que le téflon a été inventé, que son développement faisait partie du programme spatial américain. Et c'est pas vrai, c'était inventé dans les années 30. Ça a été utilisé dans le programme spatial. Mais l'idée est que c'est un moyen de dire, OK, quand tu as une science, la science développe une technologie. Et la technologie, derrière, c'est l'application de la science au quotidien. Et donc, tu inventes, tu as les effets quantum, tu inventes les transistors, et puis d'un coup, tu as un téléphone. Ouais. Et il disait, c'est où l'équivalent en psychologie. Et j'ai vu un débat de 3-4 ans après entre lui et quelqu'un de l'establishment psychologique britannique qui défendait « Ah oui, si, on en a beaucoup » et c'était faiblard. Hein. J'essaye régulièrement de me poser la question, effectivement, parce que moi, évidemment, je suis toujours convaincu que la psychologie, c'est très intéressant et puis qu'il faut en faire. Mais effectivement, quels sont nos gros trucs depuis, allez, je dirais ces 30 dernières années, parce que quand même, dans les, le problème, c'est qu'il y a toute une part de la psychologie qui se confond aussi avec toute une part médicale, dans la psychologie cognitive, etc. Je sais pas moi, les temps de réaction, les études sur la mémoire, etc. C'est des choses qui ont été extrêmement utiles. Mais tout ça, en général, tous les gros effets, ils sont quand même assez anciens. Et ces 30 dernières années, qu'est-ce que la psychologie a vraiment révolutionné dans le monde? J'ai pas beaucoup de réponses, quoi. Et c'est un peu dérangeant, en fait, de se dire qu'on piétine quand même un petit peu, je trouve. Et la plupart des choses qui sortent des labos, surtout en psychologie sociale, parce que j'aime bien taper dessus. Mais bon, voilà, on aime tous bien taper sur la psychologie sociale. Mais qu'est-ce qui a révolutionné quelque chose dernièrement? Toutes les petites révolutions qu'il y a eu dans la psychologie sociale ces 30 dernières années, en fait, elles se font casser la gueule, ou en tout cas en grande majorité, pour manque de réplicabilité et machin, etc. C'est un peu problématique. Alors, je pense pas qu'il y ait que du rien qui sorte des labos de psycho, mais étant donné les budgets et le nombre de chercheurs qu'il y a de quoi s'interroger quelle est l'efficacité en fait de la recherche scientifique sur ce domaine-là. Si on enregistrait la vidéo, je mettrais à l'écran le Are We the Baddies.gif. Ouais. Ceci étant, l'analogie avec le téflon est quand même un peu particulière parce que bon, avec toutes les contaminations au PFAS, etc., avec la production de téflon, c'est-à-dire, oui, bon, est-ce que c'est vraiment l'exemple le plus qu'on a envie de mettre en avant? Regardez. Où est l'iPhone? Où est le vaccin? Ouais. Oui, exactement. Ouais, voilà. Où est l'équivalent en fait en termes effectivement de conséquences sociétales du vaccin? Où est le glyphosate de la psychologie? Oui. Moi, je suis supporter du glyphosate. J'ai utilisé, c'est très efficace. Et en fait, la démonisation du glyphosate, pour moi, est 100% politique. Mais autre débat. Alors justement, recentrons le débat si vous le voulez bien. Donc on était en 2021, je vais vite passer 2022 parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. 2023, ça a été Data Colada et l'affaire Gino. Toi, tu t'es intéressé à un 6e article de Gino. Et ensuite, 2024-2025, il n'y a eu que 2 billets de blog. Il y en a un, et les 2 étaient sur Nicolas Guéguin, un sur l'utilisation de Rivet, et un sur le fait que les étudiants n'étaient pas crédités. Et c'est à peu près tout pour 2024. Et après arrive 2025 avec un article qui a été publié dans Psychological Science sur le fait que boire des boissons amères active du dégoût moral, dans lequel tu t'es rendu compte que les moyennes n'étaient pas consistantes avec le test Grimm. Tu as essayé de contacter l'auteur principal, et alors là, un phénomène dont on n'a pas parlé encore, mais qui existe aussi, qui est qu'en fait son adresse Gmail n'existe pas et donc tu n'as pas pu le contacter. Ah oui, alors en fait ça remonte, oui, c'est une histoire qui remonte à 2016-2017, oui. Ah oui, ok. Mais le billet de blog il date de 2025. Oui, j'ai juste, je pensais un jour à ça et je me suis dit tiens c'est intéressant.
En fait, je travaille depuis, une des raisons que je n'ai pas beaucoup de blogs ces derniers 6 à 9 mois, c'est que je travaille sur un truc qui est couvert par non-disclosure. C'était mon travail principal pendant la deuxième moitié de 2024. Ouais. Revenons peut-être à l'histoire de Gino. Ouais, donc toi, donc il y a eu 4 articles qui ont été discutés par Data Colada. Toi, tu t'es intéressé à un 5e article le 2 juillet, donc 2 semaines après. Tu as publié dessus. Et le 10 novembre, donc quelques mois après, un 6e article. C'est tout ce que j'ai écrit là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait le 2 juillet 2023. Ouais. Attends. Mais je voulais quand même te poser une question par rapport à cet article publié en 2025 sur l'adresse Gmail qui n'existe pas. OK. Donc, le premier truc sur Gino, oui, en fait, il y avait des chiffres. En fait, c'est intéressant parce que ce n'était pas clair ce qui se passait. Et c'est possible que c'est un artefact. C'est possible que c'est un phénomène du fait qu'ils ont utilisé un slider. Donc ça, c'était intéressant parce que ça prouve que les choses qui sont évidemment bizarres sont souvent pas évidemment bizarres. Moi, je reste pas encore convaincu. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un a dit, mais c'était peut-être dû à ça, et le peut-être n'était pas absurde. J'avais un peu oublié ce blog, mais celui de novembre, j'avais trouvé... Pardon? Ouais, si je peux intervenir, je l'ai lu ce truc et j'ai utilisé moi-même un slider dans une de mes études et il y avait exactement ce problème-là. C'est-à-dire que c'était sur une étude en labo, dans un truc standardisé, donc du coup tout le monde avait le même écran et machin, etc. Et le slider, c'est moi-même qui l'ai codé en plus de ça, donc c'était même pas un questionnaire Qualtrics, c'était un slider utilisable avec du HTML natif, quoi. Et effectivement, il y avait des sauts en fait de valeurs qui correspondent en fait à un saut de exactement 1 pixel, et ça fait que les gens se retrouvaient en fait à avoir les mêmes valeurs qui sont parfois un peu absurdes, parce que du coup ça peut donner, moi ça allait de 0 à 100 ou de 1 à 100, je crois, le slider. Et donc il y avait plusieurs personnes qui avaient 4,3257128 par exemple, et genre en fait si jamais ils ont cliqué sur le même pixel, en fait ils ont tous la même valeur, et il n'y a pas une vraie valeur continue entre tous. Donc je confirme que ça n'est pas complètement absurde d'avoir eu ce phénomène de mon point de vue. Il y a une discussion intéressante dans les comments que j'ai oublié totalement, hein. Moi, j'ai dit, on demande aux gens combien tu es prêt à payer, je pense, ou combien tu vas gagner. Et on demande ils vont dire en dollars. Pour moi, ce n'est pas quelque chose que tu mesures avec un slider. Oui, effectivement. Ouais. Quand on pense à l'argent, on pense à $1,000, $1 million, etc. Mais bon, le débat était très intéressant. Il y avait des commentaires, je pense, honnêtes. Et donc, j'ai un peu abandonné. Mais le prochain article de Gino que j'ai trouvé, j'étais assez fier parce que Yuri Simonson m'avait dit que pour lui, c'était tout aussi accablant que les 4 qu'ils ont inclus dans le rapport à Harvard. Et d'ailleurs, je peux dévoiler, la personne qui a créé les graphiques était Yuri Simonson. Et en fait, plus tard, voilà. Donc, environ un mois plus tard, j'ai été contacté par direct message sur Twitter par Francesca Gino. Hi, can I have your email address? Shit, parce qu'elle venait de faire le procès à Harvard. Mais en fait, elle voulait expliquer comment ça s'est passé. Et moi, j'ai dit, écoute, ce que je propose, tu m'envoies un texte et je le colle directement sous mon blog en disant, j'ai reçu ce texte, voici ce qu'elle dit. Elle a dit, OK, je prépare ça, et puis j'ai jamais entendu d'après. Mais bon, tu as un peu peur hein, quand tu as quelqu'un qui a fait un procès pour $25 millions.
Alors, bon, le titre est un peu ironisant parce qu'à l'époque, elle donnait la faute à des research assistants, mais à la limite, ça aurait pu être, dans ce cas, effectivement, les research assistants. Depuis que j'ai publié ce blog, j'ai découvert encore un peu plus qui prouve que la fraude était faite à Harvard et pas à l'autre université qui a participé à l'étude. Pour l'instant, je n'ai pas mis à jour, je devrais, mais bon. On attend peut-être que l'histoire avance un peu plus. Mais ça, c'était très clairement. Il y a très clairement de la fraude là-dedans. Alors, comme Data Canada, j'ai dit, je ne peux pas savoir qui a commis la fraude. Il me faudrait un email que je n'ai pas. Et j'ai contacté toutes les personnes concernées qui, pour l'instant, ont choisi de ne pas forwarder cet email. Mais donc, je me suis intéressé à ça parce que tout le monde en parlait. Et puis, je suis en communication de temps en temps avec Yuri Simonson, j'étais très fier quand il avait une demande d'un journaliste pour son énième interview. Il a dit, écoute, peut-être que tu veux parler à Nick Brown à ce sujet. J'étais très content. un superstar du forensic meta science qui te recommande, tu penses, OK, quelqu'un qui me prend au sérieux. Oui, pour le 2025, oui. Donc, c'était un article, ça faisait partie des articles qu'on a investigués, qu'on a découvert le principe de Grimm. Et il y avait des erreurs Grimm dans l'article. Et j'avais un contact qui avait les données de cet article parce qu'il était un peu à la poursuite de cet individu, de cet auteur depuis un temps. Et avant que le gars disparaissait, il avait persuadé d'envoyer les données et cette personne n'a rien trouvé. Mais moi avec mes petits... avec le cerveau, le cerveau un peu tordu, j'ai trouvé la faille. Mais oui, c'était que très souvent, quand tu écris à quelqu'un qui a écrit un article il y a 5 ans, tu as l'adresse du corresponding author et très souvent, c'est @machin.edu ou machin. Et le problème, c'est qu'il n'est plus là. Et on ne fait pas de forwarding à vie. Vous l'avez tous les deux peut-être connu ce problème. Vous avez des publications et plus personne peut vous atteindre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, donc la logique est de mettre son Gmail. Mais d'une part, les universités n'aiment pas forcément, et d'autre part, aujourd'hui, tu as des journaux qui insistent à ce que tu utilises une adresse éducative parce qu'il y a des auteurs frauduleuses qui utilisent le Gmail. Parce qu'ils ont inventé leur nom, leur faculté, parfois même leur université, et ils gèrent tout à partir de leur Gmail. En tout cas, cet auteur, donc, il utilisait un Gmail, et quand je l'ai écrit, pour dire est-ce que tu peux avoir les données, maman, ou est-ce que tu as peut-être une explication pourquoi ces chiffres ne sont pas compatibles avec Grimm, ça faisait un bounce qui est normal quand c'est .edu, mais c'est moins normal quand c'est Gmail. Et apparemment, il avait délité son Gmail et disparu. Alors, je l'ai retrouvé il y a un temps. Il est junior lecturer quelque part à l'université de sa copine. Donc, il y a toujours un moyen. On a toujours besoin de gens pour enseigner les statistiques aux bacheliers. Pardon, tu avais des questions sur cette étude? Et du coup, ouais, j'avais ma question qui était par rapport à cet article-là, tu n'as pas fait de commentaire PubPeer, alors que pour beaucoup d'autres, tu as fait un commentaire PubPeer. Et ma question, en fait, elle est assez générale, mais du coup, je me suis servi de ce cas particulier. Quand est-ce que tu décides de faire un commentaire sur PubPeer ou pas? Je n'ai pas, surtout à l'époque, en 2016, mais même aujourd'hui, je n'ai pas forcément le réflexe PubPeer. Donc, ça, mettre quelque chose sur PubPeer, c'est un peu la déclaration, c'est un peu une déclaration d'hostilité. Parce que, soyons clairs, ce qu'on met sur PubPeer, en général, ce n'est pas des questions totalement innocentes. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait dans ce cas. Non, tu l'as pas fait, justement.
Attends. Je n'ai pas fait pour celui-là. Bon, c'est parce que l'investigation s'était faite avant. Oui, je pourrais. Tu vois, j'ai pas le réflexe. Ok. Non, mais c'est une réponse honnête à une question que je me Oui, posais alors, sur le sujet. le post sur Papier pourrait consister en There are some questions about this article, voir ce blog. Ouais. Parce qu'à la limite, qu'est-ce que ça rajoute de copier-coller? Oui, c'est ce qui se fait assez souvent. Moi, j'ai vu des auteurs, j'imagine qu'ils ne sont pas toi, et qui, sur des articles que tu avais investigués, avaient dit regardez aussi ce billet de blog en menant vers ton blog à toi. Oui, ça arrive souvent si je mets, par exemple, New Blog Post et je mets sur Twitter et 2 heures plus tard, quelqu'un fait ça sur Papier. Ouais. Je n'ai pas peut-être suffisamment, mais je n'ai pas le réflexe Papier tout le temps. Je participe à des groupes de discussion entre les sleuths et quelqu'un dit tiens, mets-le sur Papier et donc je le fais. Mais c'est juste pas quelque chose qui est central sur mon radar, comme il est pour d'autres, pour certaines qui sont là tous les jours. Hein. Ouais. T'en penses quoi, toi, de Papier de manière générale? Donc, Pardon? Papier, tu en penses quoi de Papier de manière générale, sachant que pour nos auditeurs, c'est une base de données dans laquelle se trouvent tous les articles et on peut commenter, soit anonymement, soit en mettant notre nom si on le veut. Mais en fait, on fait des commentaires. La plupart de ces commentaires portent sur des problèmes qui sont associés aux articles, mais pas tous, mais c'est quand même un peu stéréotypé dans méfiez-vous de cet article parce que. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Oui. Alors, non, mais c'est super utile. C'est super utile. Le problème est que, inévitablement, la modération, parce que les commentaires, surtout les commentaires anonymes, sont modérés par anticipation, sauf si on a un compte anonyme qui a été autorisé à publier sans prémodération. J'en ai un. Ce que je mets sur papier, en moitié du temps, je mets en anonyme, la moitié du temps, je mets avec mon nom. C'est assez stratégique. C'est assez stratégique et c'est quelque chose que c'est ce que je pensais que les psychologues investiguaient. Avant d'arriver dans la psychologie, je pensais que c'était typiquement quelque chose que feraient les psychologues. Mais bon, donc peut-être que les psychologues devraient faire une étude sur pourquoi les gens sur papier ils postent en anonyme ou avec leur nom. Et puis, ils pourraient fabriquer quelques données et on aura un résultat et un testé, un P égale 0,47. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit exister, mais ça montre. Je connais les deux gars principaux derrière ça, hein, Boris et Brandon. Je crois qu'ils rencontrent le problème que moi je considère inévitable de tout effort de structurer le sleuthing, qui est que cette structure devient attaquable. Alors pour l'instant, à un niveau, la critique sur papier est un peu le stochastique. Ouais. Stochastique. Mais Papier en lui-même est une institution et par exemple, il y a ce compte totalement débile sur Twitter qui s'appelle Science Detectives, qui se veut pour l'intégrité scientifique, mais également contre le Papier Network Mob. Et en fait, c'est super rigolo parce que c'est une opération de noyer les poissons lancée par quelques scientifiques qui ont été lourdement critiqués sur papier parce que ce sont des fraudeurs et ils font semblant que ah oui mais nous on est pour l'intérêt scientifique sans les méchants de papier, regarde les calomnies qu'ils racontent. Et bon, il y a peu de gens qui le prennent au sérieux, mais bon, peut-être, qui sait, Robert F. Kennedy Jr., avec l'administration Trump, on ne peut pas savoir quelles conneries vont se passer. Mais c'est un peu comme, si vous vous souvenez, à l'époque,
quand la chute de Didier Raoult 2021-2022, et il avait son attack dog, Éric Chabrière, qui disait des choses assez horribles sur Twitter, et pour que Raoult puisse le nier, mais bon, évidemment, ils travaillent main dans la main. Et donc, il faut des choses comme Papier, mais dès que tu fais quelque chose comme ça, tu fais partie du système. Même si tu es officiellement anti-système, tu es partie du système au sens le plus large, au sens, vous connaissez le théorème de Gödel? Vas-y. Oui, mais explique. je vois pas le rapport. Ouais. Dans le théorème de Gödel, qui montre que tout système est incomplet et on ne peut pas être, si on est dans le système, il y a toujours quelque chose en dehors du système. Ouais. Et donc, au niveau métaphorique, ce que moi je fais, ce que les sleuths les plus stochastiques font, est hors du système. Dès que tu commences à voir, par exemple, c'est le PubPeer Foundation, c'est un badge juridique. La base juridique est aux États-Unis parce qu'il y a 10-12 ans, quand ils ont commencé à faire ça, ils ont dit, écoute, c'est un bon endroit pour faire une fondation scientifique où on veut faire de l'anonymat, etc., etc. Bon, peut-être la Suisse. Bien que je connais un sleuth qui vient de se faire condamner en Suisse parce que le juge suisse n'avait rien compris à comment marche la critique scientifique. Mais donc, Papier est attaquable. Alors, ils ont reçu de l'argent d'une fondation. Et donc, si tu es anti-Papier parce que tu es fraudeur, tu es aussi anti cette fondation, et cette fondation est donc le plus haut, et donc ça devient le George Soros de l'intégrité scientifique, etc., etc. Et donc, tu fais partie du cirque. Ouais. Même si tu ne veux pas, tu fais obligatoirement partie du cirque. Je dirais, Papier a des serveurs. Papier a des contrats avec des cloud computing. Peut-être que quelqu'un va attaquer leur partenaire cloud computing. Est-ce que c'est pas mieux qu'on puisse attaquer une structure qui a quand même des moyens financiers de se défendre plutôt que d'attaquer des chercheurs uniques indépendants dans leur chambre? Peut-être, mais ça veut dire que c'est plus probable que ça va être attaqué. Et donc, ces Science Guardian, ce compte débile, inventent des histoires comme quoi Papier est un complot. Mais du coup, ça serait quoi ta solution, toi? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La solution, ça serait de dire qu'il faut des avocats dans les universités pour défendre leurs chercheurs. Non, le fait qu'on observe un problème et qu'on montre le fait qu'un problème existe n'implique pas que A, on a la solution, ou que B, qu'il existe la solution. L'univers ne nous doit pas une solution à tout problème. C'est ça aussi le gros erreur de la psychologie sociale. Il y a des problèmes qui sont fondamentalement insolubles parce que leur solution passe par des activités humaines qui, à ce moment-là, rentrent dans le monde, dans l'intérieur du monde, au sens de ma compréhension de Gödel, qui est très mauvaise, et donc tu deviens attaquable.